Bonjour à tous, on est le week-end hein, pour beaucoup et puis il y en a qui bossent aujourd'hui. Donc courage à eux, courage à ceux aussi qui bossent pas parce que même une journée où on bosse pas, franchement ça peut être fatigant. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'aborde la thématique très officielle et très solennelle de la Seconde Guerre mondiale. Hein. On va aborder deux points important sur les rôles que j'ai eus au cours de l'histoire. Et donc lors effectivement d'incarnations précédentes, hein, effectivement. Alors, sachez que oui, hein, j'ai fait partie des personnes qui ont été appelées comme conseillers. Hein, donc j'ai été généralement en homme. Conseiller auprès des plus grands personnages historiques de la Seconde Guerre mondiale qui sont considérés par notre histoire occidentale comme des dictateurs. Donc Hitler, Staline et Franco. Voilà, c'est trois personnages, trois personnages historiques auxquels j'ai prêté conseil. Alors c'est vrai que c'est pas rassurant. Pourtant tout le monde me connaît extrêmement gentille et extrêmement généreuse. De fait, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses entre le bien et le mal et que je fais partie de ces personnes qui pensent que le mal doit être puni. Hein. Donc effectivement, des personnes ont essayé de mettre en place, c'était pas moi, qui ont mis en place des systèmes comme le système nazi ou le système stalinien communiste, hein, auprès de l'ordre du paradis aussi, dans le sens où ces événements-là historiques ne sont pas passés dans l'histoire comme ça, sans aucun accord avec Dieu et avec le paradis. Donc voilà, il va falloir comprendre ces événements de manière un petit peu différente de ce que on peut les percevoir. Il y a des faits, ils sont ce qu'ils sont, on va pas revenir dessus et je ne vais pas les remettre en question. Par contre, effectivement, il faut savoir qu'il y avait une validation de tous ces travaux-là au regard de Dieu et que, de fait, il n'y a pas eu autant de ce qui a pu être annoncé. Voilà, parce que de fait, nous étions quand même sous observation et tout était quand même calculé assez humainement, de manière à ce que le système choisi et défini tel qu'il était puisse exister et vivre. Mais, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, forcément, il y a des personnes qui ont pris des jeux et qui, par retour arrière de bénéfices et de nouveaux intérêts qui sont acheminés de fait en fait d'histoire hein, et d'histoire collective des pays, changent, vous savez, retournent leur veste. C'est-à-dire, ils ont bénéficié du système, par exemple, nazi à un moment donné, et puis ils ont tourné leur veste, ils ont critiqué vertement et dénoncé beaucoup de points en augmentant peut-être les faits, hein, pas forcément en inventant, mais en augmentant. Et aussi, il va falloir se dire clairement que ces personnes ont aussi bénéficié d'un système, ont été accueillis dans des systèmes mis en place alors qu'au départ, ils n'étaient pas prévus, du fait de leurs relations, ont intégré et pour après mieux critiquer hein, en réalité, alors que leurs intentions étaient pas ce qu'elles étaient, enfin elles n'étaient pas annoncées comme ils les ont rendues en résultat. Je vais m'expliquer un peu plus clairement, c'est-à-dire que des personnes se sont invitées dans le régime stalinien sous couvert d'observation et de participation au projet. Et puis après on bavait sur le système quitte à mentir, tout simplement parce qu'il y avait de nouvelles places dans le système capitaliste franco-américain à pouvoir grignoter, à manger, et que la condition sine qua non était de baver sur le système évidemment communiste, sinon ils ne pouvaient pas avoir leur ticket d'entrée, et que de fait, ayant intégré le système communiste, étaient de parfaits témoins considérés comme véridiques.
Donc je suis parfaitement consciente qu'il y a des gros financements qui sont faits au travers des médias pour financer certains types de reportages, pour qu'il y ait certains types de points de vue défendus. Je pense qu'on est nombreux à pas être dupes. Et alors, j'ai pas envie de considérer ça comme un complot, mais comme une manipulation volontaire de l'histoire. Et on joue à qui sera le plus malin. Vous avez perdu. Voilà, vous avez perdu. Je vous l'annonce. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Effectivement, donc j'ai été aux premières loges du système hitlérien. J'ai été aux premières loges du système stalinien. Franco, je vais pas en parler parce que franchement, je m'en souviens très très peu et je l'ai vu qu'à un ou deux rendez-vous, pas plus. Il a vraiment pas voulu me laisser plus participer à sa campagne espagnole. Contrairement à Hitler qui était très attaché à moi, j'ai même été à des moments son photographe, j'ai été formée à la photo aussi, bon par qui vous savez, par le plus grand photographe du monde, voilà. Et donc j'ai pris quelques clichés effectivement d'Hitler, pas tous. Et j'ai aussi été conseillée auprès de Staline, qui était aussi très attaché à moi. Et j'ai travaillé dans ces goulags et dans ces usines. J'ai participé à organiser le travail et la mise en place. Et je vais vous expliquer comment et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire donc je vais commencer par Hitler, parce qu'il me semble que mon travail a commencé avec Hitler, dans le sens où au départ je savais pas très bien comment me positionner par rapport à ce personnage, mais de fait j'ai eu vent. À un moment donné, on est tous assis au café, on discute, on est des gens lettrés et qui s'inquiètent du sort du peuple dans lequel ils vivent et auprès des gens avec qui ils cohabitent. Et ils ont eu vent que des refus de crédit à la banque, ou même de garde d'argent dans les banques étaient refusés à pas mal de monde. Et c'était pas des juifs à qui on a refusé de garder l'argent, c'était des juifs qui refusaient de garder l'argent dans les banques à des Français, et la seule condition pour accepter qu'on garde leur argent ou qu'on investisse dans leur société, de la part de ces banques tenues donc a priori par des guichetiers juifs ou des patrons juifs, peu importe, ont refusé donc de prêter ou de garder à la seule condition d'acceptation s'ils investissaient ou s'ils faisaient des dons à Israël, dans le pays, dans les terres israéliennes, en don pour les Juifs pour qu'ils puissent s'installer en Israël, ou potentiellement comme propriétaires terriens, ils étaient acceptés. Alors moi, j'ai voulu vérifier l'info et je suis allée directement, vous me connaissez, directement à un guichet de banque et effectivement, on m'a refusé et on m'a clairement expliqué que oui, il fallait investir en Israël pour pour qu'il y ait une ouverture de compte, pour qu'il y ait un garde d'argent, pour qu'il y ait un investissement, etc. Et donc là, ça m'a moyennement fait rire. J'ai dit d'accord. Donc ils sont tellement bien en place, ces juifs qui sont souvent victimisés depuis le siècle dernier et notamment depuis le traité. On va en reparler de Balfour. On va pas en reparler parce que je suis pas une spécialiste du traité de Balfour, mais ça date du 19e siècle. Et qui a eu une montée sûrement manipulée médiatiquement et journalistiquement, de par des faits de personnes qui effectivement complotent contre l'ordre établi, contre le cléricalisme aussi, et qui usent de stratégies pour faire monter une communauté en se cachant derrière pour s'enrichir. D'accord, de manière ou groupusculaire ou de manière plus individuelle et donc cachée et malhonnête on utilise pour s'enrichir individuellement, on utilise le groupe. Voyez, c'est pas le groupe de l'entreprise patron salarié, c'est autre chose. D'accord, c'est de la stratégie politique et de la séduction politique. D'accord, séduction de village, on appelle ça. Enfin, moi j'appellerais ça comme ça. Donc, il est quand même notable de signaler que le fort antisémitisme qui a été franchement
provoquer, hein, parce que refuser de l'ouverture de compte ou de garde d'argent, etc., à des Français qui avaient quand même accepté depuis des siècles largement les Juifs, hein, même s'ils n'étaient pas totalement égaux, sur des petits points potentiellement, ils avaient quand même une belle place sociétale et qu'il était quand même grand temps, puisqu'il y avait des relations qui avaient fait en sorte de mettre en avant les identités juives, d'accord, au détriment des identités françaises. Et bien sûr qu'il y a une manipulation politique de vouloir créer la division et faire augmenter l'antisémitisme réel, puisqu'en réalité les juifs n'étant pas passés, hein, et se cachant derrière la réalité nouvelle et historique d'une implantation de colonies au sein d'Israël et d'un territoire qui est pas nu, hein, où il y a quand même des populations à l'intérieur. Et donc, il y avait un nouveau, très fort investissement de prévu dans la région moyenne-orientale, et que il est quand même considéré que cette partie-là du globe est un nid à fric, hein, un nid à pognon, et c'est aussi un moyen de s'implanter pour pouvoir potentiellement créer la discorde, alors qu'à l'époque, les territoires autour étaient encore dans des temps de paix. Il faut le dire, il faut le rappeler. Hein, parce que toujours on a l'impression que le Moyen-Orient par là-bas c'est le bordel, alors qu'en réalité, pendant des siècles, ils ont vécu de manière paisible. Voilà. Donc, c'est un fait très grave, et de fait, de ce constat urgent et grave, je me suis effectivement ralliée à la nouvelle idéologie d'Hitler. Alors, sachant que, est-ce qu'on peut parler d'une idéologie, j'en sais rien, c'est un projet de société. C'était un projet de société, et de fait, vu qu'il y avait eu une grosse provocation pour provocation. Alors après, j'ai joué tous les rôles, hein. J'ai été dans le bunker avec Hitler, où j'ai pris vous savez, la dent qu'on éclate. J'ai joué le rôle de sa fille. J'ai été dans les camps, hein, aussi en tant que juive qui a pris la douche, hein. J'ai aussi été la juive qui a été tirée d'une balle dans la tête. Alors une fois quand elle était architecte, on le voit dans la liste de Schindler, et une fois à Vienne, hein, en France, d'accord. De fait, j'ai pas très envie de m'installer là-bas, faut le dire. Et voilà, donc parce que de fait je suis juive, hein, et que c'est malheureux que parce qu'il n'y avait pas de passage, cette identité-là a été niée, alors que tout le monde savait quand même globalement que j'étais Marie de Bethléem, et de fait juive, franchement. Bon, passons. Donc, voilà, au regard de l'histoire, alors tout le monde a voulu prendre le jeu de la mort d'Hitler et des nazis avec le tir d'une balle dans la tête. Faut dire que je vais rappeler quand même historiquement ce fait où, quand on me tue, hein, pour ouvrir la bibliothèque Vaticane, parce qu'il y a un grand projet de développement culturel au sein même du culte religieux grandissime vaticanesque. Donc, on m'a tué, vous savez, je vous ai expliqué, on m'a mis dans un sarcophage et on m'a mis un casque sur la tronche, je croyais qu'on allait me piquer par là et me piquer par là. Et en fait, on m'a piqué que par derrière, c'est juste le point pour maintenir le crâne droit, vous voyez, solide dans le sarcophage. Et donc, j'ai dit, ça va être une mort plus rapide que d'habitude. Il me dit, justement, non, mais parce que moi, j'ai joué ce rôle-là, va falloir assumer aussi, d'actualisation, de mise à mort, vous voyez, et que donc on sortait, hein, c'était le moyen d'acter et de sortir des formes longues et douloureuses de torture qui prenaient des plombes et des jours, et que c'était une horreur, et que donc ce fameux prêtre, hein, après exorcisme, hein, après avoir vu une démonstration de ma capacité à exorciser, m'a mise à mort, et donc il m'a dit on va devoir tuer beaucoup plus de monde rapidement parce qu'il y a énormément de possessions,
Et donc on teste cette mort sur toi pour voir si c'est vraiment rapide ou pas. Ça me fait pas rire, hein. J'en parle ouvertement parce que c'est la réalité, que c'est la vérité, que je porte la vérité. Mais voilà, vous amusez plus, je suis pas un jouet. Voilà, j'espère que c'est passé comme message. Donc, ouais, j'ai des sentiments, ouais, j'ai eu des sentiments et j'ai tout encaissé. Voilà, jusqu'à cette sortie. Vous imaginez? Bon. Bref. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, ouais. C'est sûr, ça, face à face. Parce que franchement, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, le fait qu'on teste de nouvelles morts et qu'on mette en place de nouvelles morts faisait qu'on évoluait aussi dans la mise à mort et qu'on était moins barbare. Parce qu'il faut dire que quand même, c'est dans les guerres aussi où on est le plus barbare. Hein. Un coup de hache mal fichu, ça fait très mal et on met des plombes à mourir et c'est une catastrophe. Bon, après, on s'entraidait sur les champs de bataille, c'est-à-dire on s'achevait. Hein, voilà, on achevait les blessés qui pouvaient pas être récupérés. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, pour la phase Hitler. Donc, il y a des gens qui ont pris le jeu de la mort dans le système nazi qui a été validé par Dieu, qui a été validé par les instances du paradis, et que ça leur a servi pour approcher et pour s'enrichir et pour encore une fois s'implanter dans l'histoire et être témoin et être victime et recevoir peut-être de l'aide, une compensation financière parce qu'ils ont été victimes, etc. Il y a beaucoup de gens qui calculent comme ça en prenant la mort de systèmes quand même qui ont été validés et sachant que la mise à mort d'une balle dans la tête, c'est le vrai système nazi, c'était pas les chambres à gaz. En réalité, beaucoup de gens ont voulu le prendre pour la rapidité et pour effectivement le fait qu'on enlevait la douleur. Plutôt qu'un coup d'épée, hein, voilà. Même un fleuret, hein, ça fait mal, faut dire ce qui est, surtout selon comment il est aiguisé. Bon, enfin, il y avait beaucoup de techniques, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites et il y avait de plus en plus de sorcellerie. Donc, on a dit, on va foutre une balle dans la tête. Mais après, il y a même des gens qui ont fait des balles avec des sorcières, vous voyez, de manière à ce que ça fasse vraiment mal les balles aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont été travaillées dans les armes. Et bon, enfin, j'ai toujours eu une petite surveillance, moi, là-dessus, parce que, j'ai fait la guerre, donc je suis quand même passionnée d'armes. Et de deux, j'ai constaté beaucoup de gens qui avaient plus mal que d'autres ou que les plaies étaient infectées plus longtemps ou ne guérissaient pas et donc faisaient mourir le mec, quoi. Bon, par moisie, je sais plus comment on appelle ça, le terme médical, voilà, je l'ai pas là, je suis dans l'histoire là actuellement. Donc, voilà, donc on va parler de ça. Et ensuite, alors pour passer à Staline, parce que je sais que j'ai un dossier qui me colle apparemment au cul, c'est l'île des cannibales dans le système de enfin, dans l'envoi de personnes sur l'île de Nazino. Bon. Alors déjà, on va un petit peu remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire le système stalinien, d'accord? Le système stalinien, il s'est mis en place, pourquoi on a fait appel à Staline, qui a été aussi validé par les instances du paradis, d'accord? Staline a été présenté à Dieu, etc. Bon, il y a plein de choses qui ont été faites à ce moment-là pour qu'on soit... Parce qu'alors moi, quand je suis dans un projet, je dis, t'as vérifié avec Dieu? Est-ce que t'es raccord avec Dieu? Parce que sinon, moi, je fais pas. Je ne fais pas. Voilà. Donc les instances du paradis, ils ont accepté, ils ont rencontré Staline, ils l'ont beaucoup aimé. C'était quelqu'un de très simple, hein, en fait, de très comment on appelle ça, très jovial, enfin généreux en tout cas. Hein, c'était quelqu'un de généreux et l'enjeu, et on avait fait appel à lui. Pourquoi? Parce que l'enjeu qu'il y avait, c'était, et l'enjeu qui avait été donné à la Russie, hein, par l'Europe, c'était de dire, hein, parce que même si l'Europe, elle a soi-disant pas été formée encore à cette époque-là, elle était quand même formée officieusement depuis très longtemps, d'accord? Sinon le traité de Balfour, il n'aurait pas eu lieu et on n'aurait pas pu donner la terre d'Israël aux Juifs, d'accord? Non, parce que les dates, tranquilles, hein, les dates officielles, hein. Mais quand on est dans le système, on sait que ça se passe pas complètement comme ça. D'accord? Donc, il avait été demandé à Staline quoi? De faire la guerre sans faire couler le sang. Donc, il a fallu trouver un système de maintien de la vie pour sauver la population quand même russe, non?
Le mec, il réfléchit pour les Russes. Il réfléchit pas pour les autres. Vous l'excusez. Hein, qui réfléchissent pas pour les Français, qui réfléchissent pas pour les Anglais, qui réfléchissent pas pour les Allemands. Il réfléchit pour les Russes. D'accord? C'est le chef politique du pays russe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il a cette obligation, et c'est Dieu qui lui donne cette obligation. Il lui dit, je ne peux que faire la guerre, on va devoir encore faire couler le sang. Parce que Dieu, il n'est pas pour la guerre, hein, au départ. Hein, faire couler le sang, c'est pas son truc. Et il lui dit, tu fais la guerre, mais tu ne fais pas couler le sang. Donc, on a dû trouver un système de défense et de maintien de la population, alors qu'il y avait quand même un boycott de la part de l'Europe sur le pays russe, qui existe depuis très longtemps, qui est toujours en vigueur, hein, même médiatiquement encore, et qu'il a fallu se maintenir à flot en système pratiquement autonome. D'où l'intérêt pour le système communiste, donc par le penseur que vous connaissez tous et dont j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Mais Staline s'est penché au travers de sa paysannerie qui a souvent été dénoncée. Il s'est penché sur les écrits donc de ce fameux penseur philosophe qui a pensé donc le communisme, et on a mis en place le système de village de travail, de ville de travail, d'accord? Et que ceux qu'on nommait historiquement les gens de droit commun dans les goulags, parce que les goulags en réalité c'est le nom, il me semble, par souvenir, que c'est le nom qu'on donne aux villages. Donc on dit c'est des camps, en fait je crois que c'est le nom donné simplement à un village. Le village, je crois qu'en russe, ça se dit goulag ou un truc à peu près oxymatoron. Donc des gens qui se rassemblent pour vivre ensemble, c'est pas seulement un camp. Et d'ailleurs un camp, les camps quand on dit camp de vacances, ça fait plaisir à tout le monde. Bon, là l'idée c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Staline à son peuple? Il a dit bon voilà, on est dans la merde, en gros. Il a pas dit comme ça, mais on est dans la merde, il faut trouver un système D pour pouvoir survivre, donc c'est-à-dire manger nous-mêmes parce qu'on est en train de nous tuer à petit feu, parce qu'il y a un espèce en fait d'embargo, parce que la Chine, elle était un peu en train d'elle-même crever un peu de faim et de se relever, donc on pouvait pas complètement compter dessus, voilà. Au sud, c'était aussi pas terrible dans les Balkans, et que souvent ils comptaient sur la Russie. Et que l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, au temps des Balkans, ça pétait pas mal en termes de groupuscules révolutionnaires, donc il y avait beaucoup de risques d'infiltration, faut le dire. Donc on a évité au maximum, enfin on a nous-mêmes aussi choisi de fermer les frontières. En réalité, on avait une forme d'embargo. Moi, ce que j'avais conseillé à Staline, j'avais dit, puisqu'on a une forme d'embargo sur nous, il faut qu'on ferme nous-mêmes les frontières de notre côté et qu'on fasse le filtre de savoir qui rentre. Et c'était une manière de reprendre le pouvoir parce que ça ne dépendait pas des autorités extérieures. On avait encore notre jeu à nous, territoriaux des frontières. Donc, c'est-à-dire, on ferme les frontières et on décide qui on rentre, qui sort. De fait, il y a quand même des personnes qu'on a autorisées à partir parce qu'ils n'allaient pas pouvoir survivre dans ce système, entre guillemets, de pauvreté, où il fallait que tout le monde fasse l'effort de guerre. On avait de cesse de répéter ça, l'effort de guerre, l'effort de guerre, l'effort de guerre. Donc l'effort de guerre, parce que même s'il n'y avait pas la guerre, moi j'expliquais, j'argumentais comme ça aux gens, j'ai dit, on n'est pas en train de mourir, on n'est pas dans les tranchées, il faut survivre, et la guerre, elle est dans le travail pour survivre. Donc il fallait créer et garder un maximum de métaux, de denrées alimentaires. Il fallait organiser le travail en commun, et donc il fallait convaincre aussi les autres aristos, nobles, etc., de descendre en statut, et de se mettre à bosser. Voilà, et de se mettre à bosser donc dans ces fameux goulags. Et donc ceux appelés de droit commun, c'est-à-dire ceux qui avaient la carte pour travailler, c'est-à-dire ceux qui restaient au goulag, qui travaillaient la journée, qui mangeaient, que le système du goulag
faisaient manger, vêtissaient. Et parfois, il y a eu des moments où les gens ont dû se serrer encore plus la ceinture, mais parce qu'aussi l'extérieur nous serrait plus la ceinture en termes d'entrée pour les denrées alimentaires. Enfin, il y a un embargo. À partir du moment où il y a un embargo comme ça politique, ça veut dire que le commerce, ça va être plus compliqué pour faire bouffer tout le monde. Et ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait force dans le commerce dans ces moments-là? C'est les ventes d'armes. Ben ouais, c'est pas les petites pailles qu'on allait vendre et les petits paniers qu'on allait vendre pour pouvoir survivre. C'est des ventes d'armes. Parce que ce qui va intéresser l'étranger et qui va dépasser la réglementation de l'embargo, c'est les armes. Voilà. Donc, à un moment donné, on nous explique qu'il faut survivre, qu'il faut ci, qu'il faut ça. En fait, on voulait nous tuer. Ils voulaient tuer. Moi, je dis nous. Et je me suis sentie russe. Bien sûr. Moi, tu mets un endroit, tu me dis, voilà, ils sont dans la merde. Je me sens dans la merde avec eux. Voilà. Parce que j'ai toujours eu ce positionnement-là quand j'ai défendu une cause. C'est pour ça que j'ai embrassé les causes, d'ailleurs. C'est de cette manière-là. C'est pour ça que je suis toujours là à défendre, mais ça a un prix. Ça a un prix dégueulasse. Et ça laisse un goût amer. Heureusement que j'aime le café. Non mais voilà. Donc après, on me dit, tu parles pas doucement. C'est doucement que vous m'avez fait, vous, à moi? Vous avez été doux avec moi? Est-ce que vous avez fait preuve de douceur à mon égard? Jamais, pratiquement. Je vous dis, on a fait preuve de pitié à mon égard peut-être 5 fois dans tous mes cycles de vie. Maximum, si c'est pas 4. Mais vous croyez quoi à un moment donné? Alors on vous parle gentiment alors que vous êtes méchant gentiment avec la bouche? Hein, vous êtes méchant gentiment, vous êtes méchant par derrière, vous êtes méchant insidieusement, vous êtes méchant par le pognon, vous êtes méchant par derrière. Merde! Moi, je gueule en figure, mais je vous fais pas de mal. C'est le seul reproche que vous avez à me faire, d'ailleurs, parce que je gueule. Mais ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de gens de gueuler. Hein, plutôt que subir la maladie comme beaucoup ont subi. Hein, de prendre des jeux de je sais pas quoi, de maladie, là. Pour essayer de se sortir de guêpier. Ah ben, prends ça, on va te démerder si tu prends ce jeu-là. Putain. Moi, je pourrais pas vous regarder en face, hein. Enfin, à part droit dans les yeux pour regarder l'état de votre âme. C'est tout. Donc voilà l'histoire du jeu de la Russie. Et beaucoup de gens ont essayé d'infiltrer le jeu des goulags en plus. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Il y a peut-être une compensation à avoir. Les gens avaient déjà une idée de la compensation. Parce que selon comment ils avaient été traités en compensation déjà lors de la Première Guerre mondiale, hein, et ben si plus t'es malheureux, plus t'as une meilleure compensation. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi comme ça. Et qu'en prenant le jeu des goulags, parce qu'ils avaient bien aimé le jeu nazi, ils prenaient le jeu de la mort des goulags. Eh ben oui, parce que ce qu'on disait, c'est que on disait mais les gens ils nous disaient on va mourir de faim au travail. On le savait qu'ils allaient mourir de faim au travail, mais on disait on est dans un embargo, on n'a pas le choix. Donc on va vous donner à manger ce qu'on peut vous donner à manger de droit, ça sera tout distribué équitablement, de fait par rapport à la réalité que nous vivons au travers du territoire dont on a la responsabilité. D'accord? C'était ça, l'enjeu. Et donc, il fallait qu'ils acceptent de prendre le jeu de la mort. Mais on leur disait, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont pris le jeu de la mort dans la période hitlérienne. C'est pas grave, vous allez vous réincarner ailleurs. Et en même temps, vous prenez la voie de la mort aussi. Donc, c'était un moyen aussi de prendre le jeu de la mort, de prendre la voie de la mort. Et Dieu y récompense ça. Hein, quand on se sacrifie pour l'effort de survie d'une nation, d'un pays, d'un peuple. Alors, plutôt d'un peuple, en général, d'ailleurs. Hein, parce que c'est le peuple qui est important, qui fait vivre la nation. D'accord? Donc, voilà. Et donc, il y a des gens qui ont accepté, il y en a qui ont refusé, il y a des aristocrates qui ont refusé. Quand on dit à certains, il y avait des passeports qui étaient faits, et à certains autres, qu'il y en avait qui n'étaient pas faits. Parce que déjà, de 1, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout de papier en Russie. Donc on ne pouvait pas faire les passeports sans papier, on ne pouvait pas créer une identité de départ comme ça de but en blanc avec ce nouveau système, c'était pas possible. Voilà. Donc ils étaient coincés.
Et puis, il y a aussi les aristos qu'on a fait partir. Parce qu'on a dit, eux, ça va être des comploteurs, ça va être des traîtres, ils vont faire venir je sais pas qui, je sais pas quoi. Plutôt que s'emmerder avec eux, on leur a fait des passeports. Voilà, parce que des fois, vaut mieux les faire sortir, les gens qui sont pas de ton côté et qui n'ont pas envie de faire l'effort de guerre, plutôt que les garder. Et donc, en réalité, finalement, moi, je m'étais déjà disputée hein, sur ce sujet-là, sur l'île de Nazino, parce que l'histoire de l'île de Nazino, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est moi qui ai organisé ce truc-là, dans le sens où c'était très peu de personnes, mais c'était très peu de personnes très emmerdantes. C'est-à-dire que c'était des personnes qui complotaient. Hein, moi, je les avais surpris à comploter. C'était des personnes qui avaient fait exprès, j'avais eu l'information, qui avaient fait exprès de ne pas prendre les papiers sur eux. D'accord? Et donc, ils savaient que dans une période de temps de guerre, où des gens, quand même, il y a des risques de complot, il y a des risques d'attentats. Quand on voit qu'un pays... Parce que c'était ça ce qui se disait, c'est-à-dire, merde, le pays s'éteint pas, la Russie s'éteint pas, et même, elle s'enrichit. Ça fait peur, parce qu'on dit on a tout fait pour faire l'embargo pour qu'ils s'éteignent, et en réalité, ça va pas, enfin ça marche pas. Donc, on devient parano dans cette période-là, et que forcément, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir des traîtres, des traîtres, des gens qui jouent pour l'étranger, alors qu'ils se disent, par exemple, intéressés, parce qu'il y avait des visites officielles dont on ne pouvait pas se dédouaner. Malheureusement, il y avait quand même des personnes qui venaient voir ce qu'on foutait en termes d'armement, en termes de recherche sur la physique, sur la chimique. Voilà, donc voilà, vous savez, même quand il y a un embargo, on croit qu'il n'y a pas de visite. En réalité, non, il y a des gens qui se positionnent et qui ont les positions de manière à orchestrer une visite et à avoir le maximum d'informations. Donc, on a dû, à un moment donné, faire avec tout ça. Je sais plus combien d'années je suis restée là-bas, mais peut-être au moins 5 ans. Voilà, 5 ans. Et en réalité, donc moi, ce que j'avais remarqué, c'était que c'était des personnes qui complotaient, c'était des personnes qui voulaient se faire passer pour des vauriens, pour des bandits, pour des trucs, alors ce qui était le cas, mais c'était des pseudo-aristos, hein, qui s'étaient accoquinés avec des bandits de bas de gamme pour faire un coup, pour faire un coup d'attentat. Donc moi, j'avais prévu le coup parce que j'avais, je ne sais plus comment, eu l'info qu'ils allaient pas avoir de papier et ils allaient faire exprès, ils s'étaient passé le mot. Et pour pas se faire choper, parce que généralement ceux qui étaient sans papier, ils étaient relâchés. En fait, c'était ça l'histoire. Ceux qui avaient pas de papier, ils étaient relâchés. Donc ils se dit, tu prends pas de papier, tu vas être relâché, normal et tout. Moi j'ai capté, je sais plus comment j'ai eu l'info. J'avais eu. Bon. Et donc, je les ai fait arrêter. Je les ai fait arrêter et c'est moi qui avais mené l'opération et je les avais fait envoyer effectivement, alors déporter, non, hein, c'est-à-dire que on n'avait pas de prison. Voilà, on n'avait pas clairement de prison. C'était compliqué, on les avait réquisitionnés, on manquait de bâtiments, etc. C'était compliqué. Donc, d'ailleurs, on avait pris pas mal de prisonniers qui étaient sortis de prison pour participer à l'effort de guerre aussi. On avait pris tout le monde, hein, parce qu'on a dit, bon, c'est l'ancien régime, on va s'en battre les couilles. On va travailler de commune force, hein, voilà. Et bon, voilà. Donc, on a lavé les dossiers aussi de pas mal de gens qui étaient en tôle depuis un certain temps, hein, voilà, qui étaient sous le régime tsariste ou sous le régime de Lénine, enfin bon bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc j'ai fait déporter sur une île, je vais vous montrer les photos de l'île, hein, d'accord? Après avoir posté ma vidéo, je vais vous montrer les photos de l'île où je les ai envoyées. Et donc, en fait, c'était l'épreuve du survivalisme parce que c'était des gens pseudo-aristos, vous savez, qui manquent d'intelligence, et à qui disait aux gens qui n'avaient pas assez d'argent pour vivre, hein, vous avez qu'à vous en sortir par vous-même et on ne vous aide pas. Voilà. C'est le principe de l'individualisme, hein, c'est-à-dire, alors nous on était dans un régime de solidarité, donc voilà.
donc il disait, c'était des personnes que j'ai arrêtées, hein, qui ont été interrogées, hein, mais qui disaient en gros que les gens, il fallait qu'ils survivent par eux-mêmes. Voilà, et qu'il fallait pas, ils étaient contre en fait le régime communiste, c'est-à-dire de partage, de déclarer un peu ce qu'ils gagnaient, ce qu'ils avaient de côté, etc. Bon, finalement, je me dis, on a un système pas mal communiste en France avec le système des impôts, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc ça m'a pas plu. Ça m'a pas du tout plu, et donc j'ai dit, ah, et vous dites aux gens de survivre par eux-mêmes. Pas de problème, je les ai foutus sur une île en mode survivaliste, mais je leur ai laissé quand même un couteau, du feu et une corde, parce que je sais que c'est le minimum pour pouvoir survivre sur une île, mais je les ai pas laissés. J'ai dit, voilà, je leur ai laissé de quoi, vous savez, gratter le feu qu'on avait à l'époque là. Voilà, je leur ai laissé ça, je leur ai laissé une corde, je leur ai laissé un couteau. Voilà, en gros, hein, j'ai dit démerdez-vous en mode survivaliste, voilà, démerdez-vous pour vivre par vous-même hein, si vous n'allez pas avoir besoin des autres. En gros, hein, je leur ai donné la théorie comme ils me l'ont annoncé. Voilà, donc je les ai foutus sur l'île et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Après, on m'en a rendu compte que ça partait en couille, que ça avait dégénéré. J'ai dit, mais putain, il y a des cannibales... Comment on le sait pas? Moi, je le savais pas qu'il y avait des gens qui se bouffaient entre eux, quoi. Je dis, mais merde. Putain, je me suis demandé s'il y avait des Incas qui étaient infiltrés en Russie, quoi. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Voilà. Donc, bon... Je veux pas juger les Incas, mais je me dis, merde, ils sont toujours en vie, ceux-là. Vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est qui fait le cannibalisme? C'est aussi des tribus de de ce truc-là. Bon. Après, les Incas, on m'a dit non et tout. Bon. Mais, on le savait pas. Voilà, qu'il y avait des cannibales. Et puis, bon, ils ont quand même... J'ai bien reconnu l'histoire parce que dans le documentaire que j'ai regardé, ils se sont plaints véridiquement. Hein, les gens se sont plaints qu'ils n'avaient même pas de tasse et même pas de cuillère. J'ai dit, mais c'est le principe. Voilà, vous n'avez pas de tasse, vous n'avez pas de cuillère. Comment on fait? Voilà. Comment vous faites pour survivre? Vous n'avez pas de tasse, vous n'avez pas de cuillère. Comment vous faites? Voilà. Non, mais moi, je suis comme ça. Je leur ai dit, c'est bon, tout net, quoi. Ben ouais, c'est ça. Donc, y a pas de tasse, y a pas de cuillère. J'ai dit, eh ben, je m'en fous. Voilà, c'est justement le principe. Il va falloir sortir de la petite tasse et de la petite cuillère pour survivre. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas la petite tasse, ils ont pas la petite cuillère. Et ils ont pas à bouffer. Donc après qu'on nous raconte l'histoire que de ces mêmes personnes qui ont été sur l'île, hein, sont là à expliquer que les Russes, ils sont méchants, et gna, alors que c'était une histoire pratiquement, excusez-moi, énigmatique, hein, par rapport à toute l'histoire qu'ils ont vécue aussi les Russes, j'ai envie de dire mince. Voilà, je vais pas dire merde. Voilà, je dis mince. Parce que c'est vraiment prendre les gens pour des idiots et à maintenir une version, moi, qui suis quand même un témoin particulièrement important, j'ai envie de dire, ça va 5 minutes. Voilà. Donc, sachez qu'effectivement, il y a aussi des mauvais traitements qui ont été faits dans ces goulags, hein, dans ces villages, donc. Mais de fait, on ne peut pas surveiller. Voilà, je vous dis, dès qu'on est dans un moment de tension, dès qu'on est dans une organisation collective, c'est compliqué d'avoir la surveillance et les yeux partout. Il y avait des gens qui s'implantaient dans des régions un peu éloignées, de manière à ce qu'ils soient moins sous surveillance pour faire un peu plus bordel avec les autres. Hein? Donc ça, malheureusement, on pouvait détacher des personnes pour envoyer pour faire des rappels à l'ordre, ce qui était fait généralement quand on avait les informations. Mais c'est comme j'expliquais, le risque zéro n'existe pas. Les mauvais traitements, il y en a plein. On est aussi dans un système français, il y a plein de mauvais traitements, etc. Donc on va arrêter de croire que notre système, il est parfait, loin de là. Et est-ce qu'on peut sortir de ce schéma d'histoire, s'il vous plaît, où on est rémunéré, excusez-moi, où on est rémunéré pour faire témoigner des gens qui ont mangé, pour dire aussi des choses pas complètement vraies. Et habiller l'histoire. Parce que moi, je me souviens quand même d'une prof d'histoire qui était allée en Russie, au temps soviétique, de l'URSS, je crois que c'était sous Boris Eltsine, et ou même avant, et qu'elle a dit, j'ai pas pu le dire, je n'avais pas le droit de le dire, même avec mes collègues communistes, elle n'avait pas le droit de le dire, même avec ses collègues communistes, qu'elle avait été enchantée par la Russie. Voilà. Donc, les tabous politiques, les tabous sociaux,
les gens qui se mettent en position de braves gens alors que c'est des menteurs pour l'argent et qui cherchent les compensations sociales et politiques, ça va pas. Et c'est ça que je dénonce d'ailleurs. Bon, bah bonne journée. C'était dur ce grand oral.